Quand le juge a prononcé 18 mois fermes, mon fils s'est retourné vers moi et a murmuré « Tu as détruit ma vie, maman. » Mais c'est lui qui avait falsifié ma signature. 180 000 €, toutes mes économies, 40 ans de travail envolés d'un trait de stylo. Je m'appelle Juliette Morel. J'ai 64 ans. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement à Lyon, avec vue sur le Rhône. J'ai reconstruit ma vie, pierre par pierre. Mais il m'a fallu perdre mon fils pour me retrouver moi-même. Ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Une histoire de trahison, d'argent, de justice. Une histoire où j'ai dû choisir entre mon amour de mère et ma dignité de femme. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que je vous parle de ma vie d'avant, de cette vie que j'avais construite centime par centime, sacrifice par sacrifice. Je suis née à Villeurbanne en 1961. Mon père était ouvrier dans une usine de textile. Ma mère femme au foyer. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. J'ai appris très tôt la valeur de l'argent. Chaque franc comptait. Chaque dépense était réfléchie. À 18 ans, j'ai passé mon baccalauréat, puis j'ai suivi une formation de comptabilité. J'aimais les chiffres. J'aimais l'ordre qu'ils apportaient au chaos de la vie. En 1982, j'ai été embauchée à la mairie de Villeurbanne. Service comptabilité. J'y suis restée 38 ans. 38 ans à vérifier des colonnes, à équilibrer des budgets, à traquer les erreurs. Un travail méticuleux, invisible, essentiel. En 1985, j'ai rencontré Henri. Il travaillait aux espaces verts de la même mairie. Un homme simple, doux, travailleur. Nous nous sommes mariés en 1986. Un petit mariage à la mairie, bien sûr. 30 invités. Un repas dans la salle des fêtes du quartier. Ma robe était blanche avec des broderies que ma mère avait faites elle-même. Henri portait un costume gris qu'il avait emprunté à son frère. Nous étions heureux. En 1984, Mathieu est né. Mon fils unique. Mon trésor. Je me souviens encore de la première fois où je l'ai tenu dans mes bras. Il était si petit, si fragile. Il avait les yeux de son père et mon nez. L'infirmière me l'a posé sur la poitrine et il a cessé de pleurer immédiatement, comme s'il savait qu'il était enfin chez lui. Henri pleurait de joie à côté de moi. Il répétait « C'est notre fils, Juliette, c'est notre fils ». Ce jour-là, j'ai fait une promesse silencieuse. Je me suis juré de tout faire pour que cet enfant ne manque jamais de rien, qu'il ait une vie meilleure que la mienne, qu'il ait des opportunités que je n'avais pas eues. Cette promesse, j'ai passé les 37 années suivantes à la tenir. Les premières années ont été difficiles. Henri gagnait le SMIC. Mon salaire n'était guère plus élevé. Nous vivions dans un petit appartement de 3 pièces, dans le quartier des Bures. Mathieu dormait dans notre chambre jusqu'à ses 3 ans, parce que nous n'avions pas de place ailleurs. Mais nous étions heureux. Le dimanche, Henri emmenait Mathieu au parc. Il jouait au ballon pendant des heures. Je les regardais depuis le banc, mon tricot à la main, et je me disais que j'avais tout ce dont j'avais besoin. L'amour, la famille, la simplicité. Quand Mathieu a eu 6 ans, nous avons enfin pu déménager dans un appartement plus grand. 4 pièces, une chambre pour lui. J'ai économisé pendant des mois pour lui acheter un bureau, une lampe des étagères pour ses livres. Le jour où nous avons emménagé, il a couru dans sa chambre et il a crié « Maman, c'est vraiment pour moi tout ça. Oui, mon chéri, c'est pour toi. » Il m'a serré dans ses bras si fort que j'ai failli tomber. Merci, maman. Tu es la meilleure maman du monde.
Ces mots, je les ai gardés dans mon cœur pendant des années. Ils me réchauffaient quand les temps étaient durs. Mathieu était un bon élève. Pas brillant, mais sérieux. Il travaillait dur. Il voulait nous rendre fiers. Chaque bulletin, je le lisais avec Henri, et nous sourions. Peut mieux faire en mathématiques, mais élève appliqué. Bon trimestre, continuez ainsi. Ces petites phrases banales étonnent nos victoires. En 1999, Mathieu a eu son brevet. Nous l'avons emmené au restaurant pour fêter ça. Un vrai restaurant, avec des nappes blanches et des serveurs en costume. C'était la première fois de sa vie qu'il allait dans un endroit pareil. Il a commandé un steak frites et une glace au chocolat. Il souriait tellement que ses joues devaient lui faire mal. Papa, maman, il a dit en levant son verre de limonade, « Merci pour tout. Je vous promets que je réussirai. Je vous rendrai fier. » Henri lui a serré l'épaule. « Tu nous rends déjà fiers, mon fils. » Mais les choses ont commencé à changer après le lycée. Mathieu voulait faire des études de commerce, une grande école, quelque chose de prestigieux. Je comprenais son ambition. Je l'encourageais. Mais les grandes écoles coûtaient cher, très cher. Henri et moi avons fait les calculs. Les frais de scolarité, le logement à Paris, la nourriture, les transports. Nous n'avions pas les moyens. J'ai vu la déception dans les yeux de Mathieu quand nous lui avons annoncé. Il n'a rien dit. Il a juste hoché la tête et il est parti dans sa chambre. Ce soir-là, j'ai entendu des sanglots à travers la porte. Mon cœur s'est brisé. J'ai pris une décision. Je suis allé voir mon directeur à la mairie. Je lui ai demandé des heures supplémentaires, autant qu'il pouvait m'en donner. Il m'a regardé avec étonnement. « Madame Morel, vous travaillez déjà beaucoup. Je sais, mais j'ai besoin d'argent pour les études de mon fils. » Il a accepté. Pendant les 4 années suivantes, j'ai travaillé 60 heures par semaine. Je partais à 7 heures du matin. Je rentrais à 9 heures du soir. Je voyais à peine Henri. Je voyais à peine Mathieu quand il rentrait le week-end. Mais chaque mois, j'envoyais un virement pour ses études. 1200 €. Parfois 1500 quand je pouvais. Henri aussi faisait des heures supplémentaires. Il rentrait épuisé, le dos cassé par le travail physique. Mais il ne se plaignait jamais. « C'est pour Mathieu, disait-il. C'est pour son avenir. » En 2007, Mathieu a obtenu son diplôme. Une école de commerce à Paris. Pas la plus prestigieuse, mais une bonne école. Nous sommes allés à la cérémonie, Henri et moi. Nous portions nos plus beaux vêtements. Nous étions intimidés par tous ces gens bien habillés, ces parents qui conduisaient des voitures allemandes et parlaient de leur maison de vacances. Mais quand Mathieu est monté sur scène pour recevoir son diplôme, j'ai oublié tout ça. Mon fils, mon bébé, il avait réussi. Après la cérémonie, il nous a présentés à ses amis. Voici mes parents. Mon père travaille pour la ville de Villeurbanne et ma mère est comptable à la mairie. J'ai vu le regard de certains de ses amis. Un regard de condescendance à peine voilé. Mais Mathieu semblait fier de nous. Ou du moins c'est ce que je croyais. En 2009, Henri est tombé malade. Cancer du poumon. Il n'avait jamais fumé de sa vie. Le médecin a dit que c'était probablement lié à des expositions professionnelles. Des produits chimiques utilisés dans l'entretien des espaces verts, il y a des années. Les mois qui ont suivi ont été un cauchemar. Chimiothérapie, radiothérapie, hospitalisation. J'ai pris un congé pour m'occuper de lui. Mathieu venait quand il pouvait, mais il avait commencé à travailler dans une entreprise de marketing à Paris. Il était occupé, disait-il. Il avait des réunions importantes, des clients à voir. Henri est mort en février 2010. Un mardi matin, il faisait froid dehors.
Il y avait de la neige sur les toits. Je tenais sa main quand il a fermé les yeux pour la dernière fois. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est « Prends soin de toi, Juliette, et prends soin de notre fils. J'ai promis. » Mathieu est venu pour l'enterrement. Il est resté 3 jours, puis il est reparti à Paris. Il avait une présentation importante, disait-il. Il ne pouvait pas rester plus longtemps. Je me suis retrouvée seule dans cet appartement qui semblait soudain trop grand, trop vide, trop silencieux. Les premiers mois, j'ai cru que j'allais mourir de chagrin. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je restais assise sur le canapé à regarder les photos d'Henri. Notre mariage, la naissance de Mathieu, nos vacances en Bretagne, nos dimanches au parc. Tout ça était fini. Mais la vie continue. Elle continue même quand on voudrait qu'elle s'arrête. Je suis retournée travailler. J'ai repris mes colonnes de chiffres, mes vérifications, mes équilibrages. Le travail m'a sauvée. Il m'a donné une raison de me lever le matin. Et puis il y avait Mathieu, mon fils. Il m'appelait tous les dimanches soirs. Des appels courts, 10 minutes, 15 maximum, mais réguliers. Il me racontait son travail, ses collègues, ses projets. Je l'écoutais. Je posais des questions. Je m'accrochais à ses appels comme à une bouée de sauvetage. En 2015, Henri était mort depuis 5 ans. J'avais 54 ans. J'avais repris goût à la vie doucement, lentement. J'avais des collègues avec qui je déjeunais parfois. Une voisine avec qui je prenais le café le samedi matin. Une routine. Pas excitante, mais stable. C'est cette année-là que Mathieu m'a présenté Vanessa. Il m'a appelé un dimanche soir plus enthousiaste que d'habitude. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Vanessa. Elle est formidable. Je veux te la présenter. » J'étais heureuse pour lui. Vraiment heureuse. Mon fils allait peut-être se marier, me donner des petits-enfants. La vie continuait. Ils sont venus à Lyon un week-end de mai. J'avais préparé un repas. Un poulet rôti, des pommes de terre, une tarte aux pommes. Rien de sophistiqué, mais fait avec amour. Vanessa est entrée dans mon appartement et la première chose qu'elle a dite, c'est « Oh, c'est petit ici. » Pas bonjour, pas enchantée de vous rencontrer. Juste « Oh, c'est petit ici. » J'ai souri. Oui, c'est un petit appartement, mais il me suffit. Elle a regardé autour d'elle avec une expression que je ne saurais décrire. Pas du mépris exactement, plutôt de la pitié, comme si elle visitait un zoo. « Mathieu, c'est ici que tu as grandi ?» a-t-elle demandé. « Oui », a répondu Mathieu. « Et alors ? Rien, c'est juste que… » Elle n'a pas fini sa phrase. Le repas a été tendu. Vanessa parlait beaucoup, de son travail dans les ressources humaines, de son appartement à Paris dans le 12e arrondissement, de ses vacances à Bali l'année dernière, de ses projets de carrière. Elle ne m'a posé aucune question. Pas une seule. À la fin du repas, elle a regardé sa montre et a dit à Mathieu « Chéri, on devrait y aller. On a cette réservation au restaurant ce soir. » Ils étaient venus déjeuner. Ils repartaient dîner ailleurs. Dans un vrai restaurant sans doute. Pas chez la mère de Mathieu avec son petit poulet rôti et son petit appartement. Quand ils sont partis, j'ai débarrassé la table. J'ai fait la vaisselle. J'ai rangé les restes dans le réfrigérateur. Et je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé la place où Vanessa s'était assise. J'ai repensé à son regard, à ses mots, à son attitude. Et j'ai eu peur. Peur pour mon fils. Peur de cette femme qui semblait ne voir les gens qu'à travers le prisme de ce qu'ils possédaient. Mais je n'ai rien dit. Parce que Mathieu semblait heureux. Et le bonheur de mon fils, c'était tout ce qui comptait. Ils se sont mariés en 2019. Un grand mariage. 200 invités. Un château dans la région parisienne. Vanessa avait tout organisé, tout choisi, la robe, les fleurs, le menu, la musique.
Moi, j'ai reçu un carton d'invitation comme les autres. Pas de demande d'avis, pas de consultation. Juste un carton beige avec des lettres dorées. Monsieur et Madame Laurent ont le plaisir de vous convier au mariage de leur fille Vanessa avec Monsieur Mathieu Morel, les parents de Vanessa en premier. Mon nom n'apparaissait nulle part. J'ai payé ma part, bien sûr. Mathieu m'a appelé quelques semaines avant le mariage. « Maman, le mariage coûte plus cher que prévu. Est-ce que tu pourrais nous aider? » « Combien? 28 000 euros. 28 000 euros. C'était énorme. Mais c'était mon fils. C'était son mariage. J'ai dit oui. J'ai fait un virement le lendemain. Le jour du mariage, j'étais assise au 3e rang. Les parents de Vanessa au premier. Des cousins au 2e. Moi au 3e. Personne ne m'a demandé de faire un discours. Personne ne m'a remercié pour ma contribution. À la fin de la soirée, Vanessa est venue me voir. Elle avait bu beaucoup de champagne. « Merci pour l'argent, belle maman. C'est gentil. » Puis elle est partie danser avec ses amis. Gentil. 28 000 euros, et c'était gentil. Je suis rentrée à Lyon le lendemain, dans mon petit appartement, avec mes petites économies qui avaient un fondu de 28 000 euros. Mais mon fils était marié. Il était heureux. C'était tout ce qui comptait. Du moins, c'est ce que je me répétais. Après le mariage, la vie a repris son cours. Mathieu et Vanessa se sont installés dans un appartement à Lyon. Ils avaient décidé de quitter Paris. Vanessa avait trouvé un poste de directrice des ressources humaines dans une grande entreprise de la région. Mathieu travaillait comme responsable marketing dans une start-up. J'étais contente de les avoir plus près de moi. Je me disais que nous allions enfin passer du temps ensemble, que j'allais apprendre à connaître ma belle-fille, que peut-être un jour il y aurait des petits-enfants. Les premiers mois, ils venaient déjeuner chez moi un dimanche sur 2. Vanessa souriait, mais je voyais bien que mon appartement l'ennuyait. Elle regardait son téléphone pendant que je servais le repas. Elle parlait de ses collègues, de ses projets, de ses ambitions. Elle ne me posait jamais de questions sur ma vie. Je n'existais pas vraiment pour elle. J'étais juste la mère de Mathieu, un élément du décor. En 2021, j'ai pris ma retraite, 38 ans à la mairie de Villeurbanne. On m'a offert une petite fête dans la salle de réunion. Un gâteau, du champagne, quelques discours. Mes collègues m'ont offert un bon pour un voyage. Mathieu n'est pas venu. Il avait une réunion importante, disait-il. Vanessa non plus, bien sûr. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec mon bon de voyage et une boîte de chocolat. J'ai regardé mon appartement silencieux. J'ai pensé à Henri. Il aurait dû être là. Nous aurions dû prendre notre retraite ensemble, voyager, profiter de la vie. Mais Henri était mort depuis 11 ans, et j'étais seule. Ma retraite était modeste mais suffisante. 1 400 € par mois. Et puis, j'avais mes économies. 180 000 € sur un compte épargne. 40 ans de travail. 40 ans de sacrifice. Chaque mois, pendant des décennies, j'avais mis de côté ce que je pouvais. 100 € parfois. 200 quand c'était possible. 300 les bonnes années. Centime par centime, euro par euro. J'avais construit ce petit trésor. Ce n'était pas pour m'acheter une voiture de luxe ou partir en croisière. C'était ma sécurité, mon filet de protection. Si je tombais malade, si j'avais besoin d'aide, si quelque chose arrivait, j'aurais de quoi faire face. Je ne serais à la charge de personne. C'était ma fierté, ma dignité. En 2022, Vanessa a commencé à parler d'acheter une maison. Elle en parlait à chaque déjeuner. Tu sais, Juliette, les appartements, c'est bien, mais ce n'est pas une vraie vie. Il nous faut une maison, avec un jardin. Pour les enfants. Les enfants. Elle parlait d'enfants maintenant. Mon cœur se serrait d'espoir à chaque fois. Un petit-fils.
Une petite fille. Quelqu'un à qui je pourrais tricoter des pulls, raconter des histoires, transmettre ce que je savais. Mais les mois passaient et il n'y avait pas d'enfant. Juste des discussions sur cette maison qu'il voulait acheter. Une maison dans les Monts d'Or, le quartier chic de Lyon, des villas avec piscine, des jardins immenses, des voisins médecins, avocats, chefs d'entreprise. Un jour, Vanessa m'a montré des photos sur son téléphone. « Regarde, Juliette, c'est la maison qu'on veut. 4 chambres, 3 salles de bain, une piscine, un double garage. Elle est parfaite, non ?» J'ai regardé les photos. La maison était immense. Belle, bien sûr, mais immense. Combien elle coûte, ai-je demandé. 850 000 €. J'ai failli m'étouffer avec mon café. 850 000 €. Oui, mais on va faire un crédit. Et avec nos 2 salaires, on peut se le permettre. Elle a rangé son téléphone. Le problème, c'est l'apport. La banque demande au moins 150 000 € d'apport. On en a 70. Il nous manque 80 000. Elle m'a regardé. J'ai compris immédiatement où elle voulait en venir. Mathieu était silencieux à côté d'elle. Il fixait son assiette. « Maman, a-t-il dit sans lever les yeux. On se demandait si peut-être tu pourrais nous prêter la différence. 80 000 €. On te rembourserait bien sûr. » Mon cœur s'est serré. 80 000 €. La moitié de mes économies. Je les ai regardés tous les deux. Vanessa souriait. Mathieu évitait mon regard. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, a répondu Vanessa. Prends ton temps, mais pas trop quand même, parce que la maison ne va pas rester sur le marché éternellement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à cet argent, à ce qu'il représentait, à ce qu'il m'avait coûté. 40 ans de travail, des heures supplémentaires, des vacances que je n'avais pas prises, des plaisirs que je m'étais refusés. Et maintenant, on me demandait d'en donner la moitié pour une maison avec piscine. Une maison dont je ne profiterai jamais. J'ai appelé Mathieu le lendemain. Je lui ai dit que je ne pouvais pas leur prêter 80 000 €, que c'était trop, que j'avais besoin de cet argent pour ma vieillesse. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis sa voix froide. « D'accord, maman. Je comprends. » Il a raccroché. Pendant 3 semaines, il ne m'a pas appelé, pas un message, pas un mot. Le silence total. Puis un dimanche, il m'a appelé comme si de rien n'était. Ils avaient trouvé une autre solution, disait-il. Ils allaient acheter une maison moins chère. Tout allait bien. J'étais soulagée. Je me disais que l'orage était passé, que notre relation allait reprendre son cours normal. J'avais tort. C'était un mardi matin de mars 2023. Il faisait gris dehors. Une de ces journées lyonnaises, où le ciel semble peser sur les épaules. Je prenais mon café dans la cuisine quand le téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Madame Morel. Oui, c'est moi. Bonjour madame, je suis monsieur Bertrand, conseiller à la Banque Populaire. Je vous appelle concernant votre compte épargne. Mon cœur s'est accéléré. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Oui. Nous vous appelons pour confirmer le virement de 180 000 € effectué hier vers le compte de monsieur Mathieu Morel. Vous avez signé l'autorisation de virement en agence. Nous voulions simplement nous assurer que tout était en ordre. Le téléphone m'a glissé des mains. Je l'ai rattrapé au dernier moment. Pardon, ai-je murmuré. Qu'est-ce que vous avez dit? Je disais que nous voulions confirmer le virement de 180 000 €. Quel virement? Celui que vous avez autorisé hier, madame. Vous êtes venue en agence, signer les documents. Le monde s'est arrêté. Je n'étais pas allée à la banque hier. Je n'étais pas sortie de chez moi de la journée.
Il pleuvait. J'avais regardé la télévision, lu un livre, fait des mots croisés. Je n'avais signé aucun document. Je n'avais autorisé aucun virement. Monsieur, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Je ne suis pas venu à la banque hier. Je n'ai rien signé. Il y a eu un silence. Madame, êtes-vous sûre? Absolument certaine. Je ne suis pas sortie de chez moi hier. Le conseiller a marqué une pause. Madame, je pense qu'il serait préférable que vous veniez à l'agence le plus rapidement possible. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir. 180 000 €. Tout mon argent. Toutes mes économies. Vers le compte de Mathieu. Mon fils. Mon fils m'avait volé. J'ai essayé de me calmer, de réfléchir. Peut-être qu'il y avait une erreur, une confusion, un problème informatique. Mathieu n'aurait jamais fait ça. Pas mon fils. Pas l'enfant que j'avais porté, élevé, aimé. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé son numéro. Une sonnerie. 2 sonneries. 3 sonneries. Messagerie. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un message après le signal sonore. J'ai raccroché. J'ai rappelé. Messagerie. Encore. Messagerie. 10 fois, 20 fois. Toujours la messagerie. J'ai envoyé un message. Mathieu, appelle-moi, c'est urgent. Rien. J'ai attendu 1 heure. 2 heures. Le silence. J'ai pris ma veste, mes clés. Et je suis sortie. Direction la banque. L'agence était à 15 minutes à pied de chez moi. J'ai marché vite. Trop vite. Mon cœur battait à tout rompre. Quand je suis arrivée, j'étais essoufflée en sueur. Le conseiller m'a reçu immédiatement. Un homme d'une 40aine d'années, costume gris, air embarrassé. « Madame Morel, asseyez-vous, je vous en prie. » Je me suis assise. Mes jambes tremblaient. « Montrez-moi le document, ai-je dit. Le document que j'aurais signé. » Il a hésité, puis a sorti un dossier d'un tiroir. Il m'a tendu une feuille. Une autorisation de virement. 180 000 €. Du compte épargne de Madame Juliette Morel vers le compte courant de Monsieur Mathieu Morel. Et en bas de la page, une signature. Ma signature. Parfaite. Identique à la vraie. Les mêmes courbes, les mêmes boucles, le même trait final. Mais ce n'était pas moi. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit. Le conseiller a froncé les sourcils. Madame notre expert a vérifié. La signature correspond parfaitement à celle que nous avons dans nos fichiers. Je n'ai pas signé ce document. Je n'étais pas là hier. Il m'a regardé avec un mélange de compassion et de doute. Madame, nous avons les enregistrements de vidéosurveillance. Quelqu'un est bien venu hier pour effectuer ce virement. Montrez-moi. Il a hésité. C'est une procédure inhabituelle. Je m'en fiche de vos procédures. Quelqu'un m'a volé 180 000 €. Je veux voir qui. Il a soupiré puis a pianoté sur son ordinateur. Il a tourné l'écran vers moi. La vidéo était en noir et blanc granuleuse. On voyait l'entrée de l'agence. Puis quelqu'un qui entrait. Un homme. Une casquette sur la tête. Des lunettes de soleil. Un col remonté. Il marchait la tête baissée. On ne voyait pas son visage. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais sa démarche. Cette façon de pencher légèrement la tête vers la gauche. Cette manière de balancer les bras. Je connaissais cette silhouette. Je l'avais vu faire ses premiers pas dans le salon de notre appartement des Bueurs. C'était Mathieu, mon fils. Je suis restée figée devant cet écran pendant je ne sais combien de temps. Le conseiller me parlait mais je n'entendais plus rien. Juste un bourdonnement sourd dans mes oreilles. Mon fils, mon propre fils avait falsifié ma signature. Il m'avait volé tout ce que j'avais. 180 000 €. 40 ans de travail. Madame Morel. La voix du conseiller m'a ramenée à la réalité. Madame Morel, vous allez bien?
Non, ai-je murmuré. Non, je ne vais pas bien. Je me suis levée. Mes jambes me portaient à peine. Je devais sortir de cette banque. Je devais respirer. Je devais comprendre. Madame, attendez. Que voulez-vous faire? Voulez-vous que nous contactions la police? La police. Le mot m'a frappé comme une gifle. La police. Pour mon fils. Je ne sais pas, ai-je dit. Je dois d'abord lui parler. Le conseiller m'a tendu sa carte. Appelez-moi quand vous aurez décidé, madame. Mais sachez que si c'est bien une fraude, nous devrons signaler l'affaire. J'ai pris la carte. Je suis sortie de la banque. Dehors, il s'était mis à pleuvoir. Une pluie fine, froide qui collait aux cheveux et aux vêtements. Je suis restée là sur le trottoir sans bouger. Les gens passaient autour de moi avec leurs parapluies, leur vie, leurs problèmes. Personne ne me regardait. J'étais invisible, une vieille femme sous la pluie. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. J'ai attendu. Le bus est arrivé. Je suis montée. Je ne savais même pas où j'allais. Puis j'ai compris. J'allais chez Mathieu. Il fallait que je le voie, que je lui parle, qu'il m'explique. Ils habitaient dans le 6e arrondissement, un quartier bourgeois, des immeubles haussmanniens, des voitures allemandes garées le long des trottoirs. J'ai sonné à l'interphone. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne répondait. J'ai attendu devant l'immeuble. 1 heure, 2 heures. La pluie avait cessé, mais j'étais trempée jusqu'aux os. Je grelottais. Et puis j'ai vu une voiture se garer. Une BMW grise. La voiture de Vanessa. Elle est descendue. Elle portait un manteau beige, des escarpins noirs. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle m'a vue et elle a souri. Ce sourire, je ne l'oublierai jamais. « Ah, Juliette, quelle surprise! Qu'est-ce que vous faites là ?» Ma voix tremblait de froid et de colère. « Où est Mathieu? Il est au travail. » « Pourquoi? Il faut que je lui parle. C'est urgent. » Vanessa a haussé les épaules. « Vous pouvez l'appeler non. » Il ne répond pas. Elle a sorti ses clés de son sac. Un trousseau avec un porte-clés doré en forme de V. Pour Vanessa, sans doute. « Bon, eh bien, je lui dirai que vous êtes passé. » Elle a fait un pas vers l'immeuble. Puis elle s'est retournée. Et elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Au fait, Mathieu m'a dit que vous aviez décidé de nous aider pour la maison. C'est tellement généreux de votre part. » Mon cœur s'est arrêté. Pardon. Elle a souri encore. Ce sourire de chat qui vient d'attraper une souris. L'argent que vous nous avez donné. Pour la maison. Mathieu m'a dit que vous aviez changé d'avis. Que vous vouliez nous aider finalement. C'est adorable. Elle savait. Elle savait et elle me narguait. Mes jambes ont failli céder. Je me suis appuyée contre un mur. Vanessa, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Je n'ai rien donné. Je n'ai rien signé. Son sourire s'est figé une fraction de seconde. Puis, il est revenu, plus large, plus faux. « Allons, Juliette. Mathieu m'a tout expliqué. Vous avez fait le bon choix. On est famille après tout. » Elle est entrée dans l'immeuble. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis restée là sur ce trottoir mouillé, incapable de bouger. Elle savait. Ils savaient tous les deux. Mathieu avait falsifié ma signature, volé mon argent, et il avait dit à sa femme que je leur avais fait un don. Un cadeau. Un geste généreux. Et elle y avait cru. Ou peut-être qu'elle n'y avait pas cru, mais qu'elle s'en fichait. L'argent était là. C'était tout ce qui comptait. Je suis rentrée chez moi comme une automate. J'ai enlevé mes vêtements mouillés. J'ai pris une douche brûlante. Je me suis enveloppée dans un peignoir. Et je me suis assise sur le canapé. Je suis restée là des heures. Sans bouger. Sans manger. Sans pleurer même. J'étais vide. Le lendemain, j'ai rappelé Mathieu. Encore et encore. Messagerie. Toujours la messagerie.
J'ai envoyé des messages. Mathieu, il faut qu'on parle. Mathieu, réponds-moi. Mathieu, je t'en supplie. Rien. Le silence. 2 jours ont passé. 3 jours, 1 semaine. J'ai arrêté de manger. Je n'avais plus faim. J'ai arrêté de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette vidéo. Cette silhouette. Mon fils déguisé en inconnu pour voler sa propre mère. J'ai maigri. Mes vêtements flottaient sur moi. Ma voisine, Madame Girard, m'a croisée dans l'escalier et m'a dit « Mon Dieu, Juliette, vous êtes malade. » Non, ai-je menti. Juste fatiguée. 2 semaines après le vol, Mathieu a enfin appelé. C'était un dimanche soir. 20 heures, l'heure habituelle de nos appels, comme si de rien n'était. « Salut, maman. » Sa voix était normale, décontractée, comme s'il n'avait rien fait. J'ai senti la colère monter en moi, une colère froide, dure comme de la pierre. « Mathieu, il faut qu'on parle. » « Oui, je sais. Vanessa m'a dit que tu étais passé. »« Mathieu, qu'est-ce que tu as fait ?» Un silence. « De quoi tu parles, maman ? » ?»« L'argent. Mon argent. Ma signature. La banque. » Il a soupiré. « Ah, ça. Oui, je voulais t'en parler. »« M'en parler. Tu m'as volé, Mathieu. Tu as falsifié ma signature. »« Je n'ai pas volé, maman. J'ai anticipé. »« Anticipé ?» Le mot m'a frappé comme un coup de poing. « Oui. De toute façon, cet argent, il m'aurait revenu un jour. Tu es ma mère. Je suis ton seul héritier. J'ai juste anticipé. Tu comprends ? » « Non, ai-je dit d'une voix tremblante. Non, je ne comprends pas. Tu as imité ma signature. Tu as pris mon argent sans me demander, sans mon consentement. Maman, s'il te plaît, ne fais pas un drame. On avait besoin de cet argent pour la maison. Tu vis seule dans ton petit appartement. Tu n'as pas besoin de 180 000 €. Nous si. C'était mon argent, Mathieu. 40 ans de travail, mes économies, ma sécurité. Et alors ? Il a haussé le ton. Tu préfères que ton argent dorme sur un compte plutôt que d'aider ton fils. Tu préfères garder tout pour toi plutôt que de nous voir heureux dans une belle maison. Tu es égoïste, maman. Voilà ce que tu es. Égoïste. Le mot m'a coupé le souffle. Moi, égoïste. Moi qui avais travaillé 60 heures par semaine pour payer ses études. Moi qui avais payé son mariage. Moi qui avais tout donné toute ma vie. Égoïste. Mathieu, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Tu dois me rendre cet argent. Il a ri. Un rire sec méprisant. Te rendre l'argent. Maman, l'argent est dépensé. La maison est en construction. Les travaux ont commencé. C'est trop tard. Mon sang s'est glacé. Dépensé. Tout. Presque tout, oui. La piscine coûte une fortune, tu sais. Et Vanessa voulait une cuisine italienne. Et puis il y a eu les frais de notaire, les taxes. Il n'y a plus d'argent, maman. La piscine, une cuisine italienne. Mon argent. Mes 40 ans de travail pour une piscine et une cuisine italienne. Je n'arrivais plus à parler. Ma gorge était serrée. Mes yeux brûlaient. Maman, sa voix s'était adoucie. Faussement douce. Écoute, c'est fait maintenant. On ne peut pas revenir en arrière. Alors arrête de fouiner. Arrête de poser des questions. Laisse tomber. On est famille. Un jour tu viendras nous voir dans notre belle maison. Tu te baigneras dans la piscine. Tu seras fier de nous. Tu verras. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste raccroché. Je suis restée assise dans le noir pendant des heures. Je repensais à ces mots. J'ai juste anticipé. Cet argent, il m'aurait revenu un jour. Comme si j'étais déjà morte. Comme si mon existence n'était qu'un obstacle entre lui et son héritage. Mon fils me voyait comme un portefeuille. Un compte en banque avec une date d'expiration. Cette nuit-là, j'ai sorti une boîte du fond de mon armoire. Une boîte en carton remplie de souvenirs. Des photos, des dessins d'enfants, des bulletins scolaires.
Et des lettres. Mathieu m'écrivait des lettres quand il était petit. Pour la fête des mères. Pour mon anniversaire. Parfois juste comme ça. J'en ai pris une au hasard. Elle était écrite au crayon de couleur bleue. L'écriture maladroite d'un enfant de 8 ans. Chère maman, tu es la plus belle maman du monde. Quand je serai grand, je te protégerai toujours. Je t'achèterai une grande maison et tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Je t'aime pour toujours. Mathieu. J'ai lu et relu cette lettre. Les larmes coulaient sur mes joues. Elles tombaient sur le papier faisant gondoler les mots. Quand je serai grand, je te protégerai toujours. Où était passé cet enfant? Cet enfant qui m'aimait. Cet enfant qui voulait me protéger. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Comment en était-on arrivé là? J'ai pleuré toute la nuit. Des sanglots silencieux qui me secouaient tout le corps. Au matin, j'étais épuisée, vidée. Mais quelque chose avait changé en moi. Les semaines suivantes ont été les pires de ma vie. Je ne sortais presque plus. Je n'avais plus la force. Je passais mes journées sur le canapé à regarder par la fenêtre. Je regardais le ciel, les nuages, les oiseaux. Je ne pensais à rien. Ou plutôt, je pensais à tout en même temps. Mon fils, mon argent, ma vie. Tout se mélangeait dans ma tête. Un brouillard permanent. Ma voisine Madame Girard passait parfois. Elle m'apportait de la soupe, du pain, des fruits. Elle s'inquiétait pour moi. « Juliette, il faut manger. Vous allez tomber malade. » Je mangeais un peu, pour lui faire plaisir. Mais tout avait un goût de carton. Un jour, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai failli tout lui raconter. Mais je me suis retenue. J'avais honte. Honte d'avoir un fils qui m'avait volé. Honte de n'avoir rien vu venir. Honte d'être si faible, si vulnérable, si seule. Un mois après le vol, j'ai reçu un message de Vanessa. C'était une photo. Leur maison en construction. On voyait les murs, le toit, l'emplacement de la future piscine. En légende, elle avait écrit « La maison avance bien. Merci encore, belle maman. On vous invite pour la crémaillère. » Emoji cœur. J'ai regardé cette photo longtemps. Ma piscine, ma cuisine italienne, mon argent transformé en béton, en carrelage, en rêve, qui n'étaient pas les miens. J'ai supprimé le message. Puis j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. J'ai sorti la lettre de Mathieu enfant. « Quand je serai grand, je te protégerai toujours. » J'ai relu ces mots une dernière fois. Puis j'ai pris une décision. Je me suis levée. J'ai pris une douche. Je me suis habillée. J'ai mangé un vrai repas pour la première fois depuis des semaines. Et j'ai appelé la banque. « Monsieur Bertrand, s'il vous plaît. C'est Madame Morel. Je voudrais voir les enregistrements de vidéosurveillance. Tous les enregistrements. Et je voudrais une copie de tout. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez totalement confiance? Racontez-moi dans les commentaires. » Le conseiller m'a reçu le lendemain matin. Il avait préparé un dossier complet, les relevés de compte, l'autorisation de virement, une copie de la vidéosurveillance sur clé USB et le rapport de leur expert graphologue. Madame Morel, a-t-il dit en me tendant les documents. Avant de vous remettre tout cela, je dois vous poser une question. Allez-vous porter plainte? Je l'ai regardé. Cet homme que je ne connaissais pas et qui me regardait avec un mélange de compassion et de professionnalisme. « Je ne sais pas encore, ai-je répondu. Je dois d'abord réfléchir. » Il a hoché la tête. « Je comprends. Mais sachez que de notre côté, nous sommes obligés de signaler cette affaire. Il y a eu fraude, faux et usage de faux. C'est un délit grave. Même si vous ne portez pas plainte, la banque pourrait le faire. » J'ai pris les documents, je les ai rangés dans mon sac. Merci, Monsieur Bertrand, je vous tiendrai informé. En sortant de la banque, j'ai marché jusqu'au parc de la Tête d'Or. C'était un jour de semaine, il n'y avait pas grand monde, quelques joggeurs, des mères avec des poussettes.
Des retraités comme moi assis sur des bancs. Je me suis assise près du lac. J'ai regardé les canards glisser sur l'eau. Je pensais à Mathieu, à ce qu'il avait fait, à ce que je devais faire. Porter plainte contre mon propre fils, l'envoyer devant un juge, peut-être en prison. Comment une mère pouvait-elle faire ça? Mais comment un fils pouvait-il faire ce qu'il avait fait? La question tournait dans ma tête, encore et encore, sans réponse. Le soir, j'ai appelé une vieille amie, Françoise. Nous avions travaillé ensemble à la mairie pendant 20 ans. Elle était à la retraite elle aussi. Nous ne nous voyions plus beaucoup, mais nous nous appelions de temps en temps. Juliette, quelle bonne surprise. Comment vas-tu? Pas très bien, Françoise. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Elle a senti immédiatement que c'était grave. Je viens demain. On déjeune ensemble. Le lendemain, elle était là. Je lui ai tout raconté. Le virement, la signature falsifiée, Mathieu, Vanessa, la maison, la piscine, tout. Et elle m'a écoutée sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a pris ma main. Juliette, c'est terrible. Vraiment terrible. Je suis tellement désolée. Je sais. Elle a marqué une pause. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. J'hésite. Tu hésites à quoi? À porter plainte. Contre Mathieu. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Juliette, ton fils t'a volé 180 000 €. Il a falsifié ta signature. C'est un crime. Mais c'est mon fils Françoise. Et alors? Elle a secoué la tête. Être ton fils ne lui donne pas le droit de te voler. Mais la prison, je ne peux pas l'envoyer en prison. Pourquoi pas? Parce que je suis sa mère. Tu es aussi une femme Juliette, une femme qui a travaillé 40 ans pour économiser cet argent, une femme qui mérite le respect. Ces mots m'ont frappée, une femme qui mérite le respect. Est-ce que je méritais le respect? Est-ce que quelqu'un m'avait respecté ces dernières années? Vanessa avec son sourire condescendant, Mathieu avec son silence, ses mensonges, son mépris. Qui me respectait dans cette histoire? Françoise a continué. Écoute, je ne vais pas te dire quoi faire. C'est ta décision. Mais réfléchis bien. Si tu laisses passer ça, qu'est-ce que tu lui apprends? Que voler sa mère, c'est acceptable. Que falsifier une signature, ça n'a pas de conséquences. Que l'argent justifie tout. Elle a serré ma main plus fort. Et pense à toi aussi. Cet argent, c'était ta sécurité, ta retraite, ta dignité. Tu vas vivre comment maintenant, avec ta petite pension de 1 400 €, sans filet de sécurité, sans rien? Elle avait raison. Je n'y avais même pas pensé. J'étais tellement concentrée sur la trahison, sur la douleur, que je n'avais pas réfléchi aux conséquences pratiques. Sans mes économies, j'étais vulnérable. Si je tombais malade, si j'avais besoin de soins, si quelque chose arrivait, je n'avais plus rien. Les jours suivants, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne dormais toujours pas bien, mais ce n'était plus le même insomnie. Avant, je restais éveillée à pleurer. Maintenant, je restais éveillée à penser, à peser le pour et le contre, à imaginer les différents scénarios. Un matin, j'ai pris mon ordinateur. J'ai cherché sur Internet. Faux et usage de faux. Code pénal. Sanctions. J'ai lu des articles, des témoignages, des jugements. J'ai appris que la falsification de signature était un délit grave, passible de plusieurs années de prison. Que le vol sur personnes vulnérables de plus de 60 ans était une circonstance aggravante. Que les juges étaient souvent sévères dans ce genre d'affaires. J'ai aussi cherché des avocats spécialisés en droit pénal, en escroquerie familiale. J'en ai trouvé plusieurs à Lyon. J'ai noté leurs noms, leurs numéros. Mais je n'ai pas appelé. Pas encore. J'avais besoin de temps. 2 semaines plus tard, Mathieu m'a appelé.
Je n'avais pas eu de nouvelles depuis notre dernière conversation. Celle où il m'avait traité d'égoïste. Maman. Sa voix était différente, tendue, nerveuse. Oui, la banque m'a contacté. Ils disent qu'il y a une enquête en cours. Une enquête sur le virement. Mon cœur s'est accéléré. Ah oui. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Tu as parlé à la banque? Oui, j'ai parlé à la banque, Mathieu. Je voulais comprendre comment on m'avait volé 180 000 €. Un silence. Puis sa voix plus dure. Maman, arrête de fouiner. Tu vas créer des problèmes. Des problèmes pour qui? Pour nous. Pour moi. Si la banque fait une enquête, ça peut aller loin. Il y a eu une pause. Tu ne vas quand même pas porter plainte contre ton propre fils. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé mariner dans le silence. Maman, je ne sais pas encore, Mathieu. Je réfléchis. Réfléchir à quoi? Il n'y a rien à réfléchir. C'est fait. L'argent est dépensé. Tu ne peux rien récupérer. Arrête tout ça et passe à autre chose. Passer à autre chose. Tu m'as volé toutes mes économies et tu veux que je passe à autre chose. Je ne t'ai pas volé. Je te l'ai déjà dit. J'ai anticipé mon héritage. Il n'y a rien de mal à ça. Et moi alors? Moi je fais comment maintenant sans cet argent? Tu n'en avais pas besoin, maman. Tu vis seule dans ton petit appartement. Tu ne dépenses rien. À quoi il te servait cet argent? À ma sécurité, Mathieu. Ma sécurité. Si je tombe malade. Si j'ai besoin de soins. Si quelque chose arrive. Tu ne comprends pas ça. Un soupir au bout du fil. Maman, tu dramatises toujours tout. Écoute, si tu as vraiment besoin d'argent un jour, tu n'auras qu'à venir vivre chez nous. On a une grande maison maintenant. Grâce à toi d'ailleurs. Venir vivre chez vous. Oui, dans la chambre d'amis. Ce sera bien non. On sera en famille. La chambre d'amis. Il me proposait de venir vivre dans la chambre d'amis de la maison, qu'il avait achetée avec mon argent. Comme une invitée, comme une étrangère. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Définitivement. Ce dernier fil qui me retenait encore à lui. Cette dernière illusion que peut-être il m'aimait encore. Tout s'est effondré. Non, ai-je dit. Non, Mathieu. Je ne viendrai pas vivre chez vous. Et je ne laisserai pas passer ça. Maman, ne m'appelle plus. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais ce n'était plus de la peur. C'était de la détermination. Le lendemain, j'ai appelé une avocate. Maître Durand. Spécialisée en droit pénal. Son cabinet était dans le 2e arrondissement. Elle m'a reçu le surlendemain. C'était une femme d'une 50aine d'années. Cheveux courts, regard direct, voix ferme. Elle m'a écouté pendant 1 heure, sans m'interrompre. Puis elle a dit « Madame Morel, vous avez 2 options. La première, vous laissez tomber. Vous acceptez ce qui s'est passé et vous passez à autre chose. La deuxième, vous portez plainte pour faux et usage de faux et vol aggravé sur personne vulnérable. Et si je porte plainte ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Si vous portez plainte et que les preuves sont suffisantes, votre fils risque une peine de prison. Jusqu'à combien? Pour faux et usage de faux, c'est 3 ans maximum. Pour vol aggravé sur personne vulnérable, c'est 7 ans maximum. Mais en général, les juges sont plus cléments pour une première infraction. Ils risquent probablement entre 1 et 3 ans, dont une partie avec sursis. Mon cœur s'est serré. De la prison. Pour Mathieu. Madame Morel a repris l'avocate. Je vais être directe avec vous. Ce que votre fils a fait est grave. Très grave. Il a abusé de votre confiance. Il a falsifié votre signature. Il vous a volé l'épargne de toute une vie. Et quand vous lui avez demandé des explications, il vous a dit qu'il avait anticipé son héritage. Elle a marqué une pause. Cet homme vous considère comme déjà morte. Il pense que votre argent lui appartient.
Et si vous le laissez faire, il recommencera. Peut-être pas avec vous. Vous n'avez plus rien à prendre. Mais avec quelqu'un d'autre. » Ces paroles résonnaient dans ma tête. Cet homme vous considère comme déjà morte. Elle avait raison. C'était exactement ce que je ressentais depuis des semaines. Mathieu me voyait comme un obstacle entre lui et son héritage. Une vieille femme encombrante qui refusait de mourir assez vite. J'ai pris ma décision à cet instant. Je porte plainte. L'avocate a hoché la tête. « Bien, nous allons préparer le dossier. » En sortant du cabinet, j'ai marché dans les rues de Lyon. C'était une belle journée de printemps. Le soleil brillait. Les arbres étaient en fleurs. Les terrasses des cafés étaient pleines de gens qui riaient, qui parlaient, qui vivaient. Je me suis arrêtée devant une vitrine. Une boutique de vêtements. Et j'ai vu un manteau rouge. Rouge vif. Éclatant. Je ne portais jamais de rouge. Henri disait toujours que c'était trop voyant. Que ça ne m'allait pas. Que je devais rester discrète. Toute ma vie, j'étais restée discrète, invisible, effacée. Je suis entrée dans la boutique. J'ai essayé le manteau. Il m'allait parfaitement. Combien ai-je demandé à la vendeuse ? 280 €, madame. 280 €. Une fortune pour moi maintenant. Mais j'ai sorti ma carte. Je l'ai payée. Et je l'ai portée pour rentrer chez moi. En marchant dans la rue, j'ai croisé mon reflet dans une vitrine. Une femme de 64 ans, cheveux gris, visage fatigué, mais droite, digne. Dans un manteau rouge qui disait au monde entier « Je suis là » et je ne me laisserai pas faire. Les semaines qui ont suivi ont été intenses. Maître Durand m'avait prévenu. Porter plainte contre son propre enfant, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Il y aura des conséquences, des retombées, des moments où vous douterez. Elle avait raison. Nous avons préparé le dossier ensemble, les relevés bancaires, l'autorisation de virement avec la signature falsifiée, la clé USB contenant les enregistrements de vidéosurveillance, le rapport de l'expert graphologue de la banque. Et puis j'ai fait quelque chose que Maître Durand m'avait suggéré. J'ai engagé un détective privé. Je sais, ça peut paraître excessif, mais l'avocate m'avait expliqué que pour ce genre d'affaires, il fallait des preuves solides, irréfutables. Le détective s'appelait Monsieur Vidal. Un homme discret d'une 60aine d'années. Ancien policier reconverti dans le privé. Je lui ai donné toutes les informations que j'avais. En une semaine, il avait trouvé ce que je cherchais. Le vendeur. Dans une boutique de déguisement du 3e arrondissement. Mathieu y avait acheté une casquette et des lunettes de soleil la veille du virement. Il avait payé en espèces. Mais le vendeur se souvenait de lui. Il était nerveux, disait-il. Il regardait partout comme s'il avait peur d'être reconnu. Monsieur Vidal avait obtenu une déclaration écrite du vendeur. Et mieux encore, la boutique avait des caméras. On voyait Mathieu entrer regarder les articles et payer. Sans casquette, sans lunettes. Son visage était parfaitement visible. Nous avions notre preuve. La plainte a été déposée un mardi matin au commissariat du 6e arrondissement. J'y suis allée avec Maître Durand. Le policier qui a pris ma déposition était un homme jeune. Peut-être 30 ans. Il m'a écoutée avec attention. Il a regardé les preuves, les documents, la vidéo. Madame, a-t-il dit quand j'ai eu fini, « Je dois vous poser une question. Vous êtes sûre de vouloir faire ça? C'est votre fils. » « Oui, » ai-je répondu. « J'en suis sûre. » Il a hoché la tête et a commencé à taper sur son ordinateur. La plainte a été enregistrée. 3 jours plus tard, Mathieu a été convoqué au commissariat pour interrogatoire. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette salle d'interrogatoire. Mais je sais ce qui s'est passé après. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était Mathieu. Sa voix était méconnaissable, tremblante de rage. «
Tu as osé. Tu as osé porter plainte contre ton propre fils. J'ai osé, Mathieu. Parce que tu as osé me voler. Tu es folle. Complètement folle. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je me suis fait interroger par la police. Comme un criminel. Parce que tu es un criminel, Mathieu. Tu as falsifié ma signature. Tu as volé mon argent. C'est un crime. Il a explosé. Ce n'est pas du vol, c'est de l'argent familial. De l'argent qui m'aurait revenu de toute façon. Tu es juste trop égoïste pour le partager de ton vivant. J'ai fermé les yeux. Ces mots me faisaient mal, encore et toujours. Mais je tenais bon. Mathieu, ai-je dit d'une voix que j'essayais de garder calme. C'était mon argent, mes économies, mon travail. Tu n'avais aucun droit de le prendre. Et maintenant, tu vas en assumer les conséquences. Il a ri. Un rire mauvais. Les conséquences. Tu crois vraiment que ça va aller loin? Mon avocat dit que tu n'as aucune chance, que c'est ta parole contre la mienne, que la signature était parfaite. J'ai la vidéo, Mathieu. La vidéo de la boutique de déguisement. On te voit acheter la casquette et les lunettes. Un silence. Quoi? Tu m'as bien entendu. J'ai tout. Les preuves, les témoignages. Tout. Le silence s'est prolongé. Je l'entendais respirer. Puis sa voix a changé. Plus basse, plus menaçante. Tu vas retirer cette plainte, maman. Je ne retirerai rien du tout. Tu vas la retirer. Parce que si tu ne la retires pas, je vais te détruire. Me détruire. Comment ça? J'ai parlé à mon avocat. Il dit qu'on peut déposer une plainte contre toi. Pour harcèlement moral. Harcèlement moral. Mon cœur s'est arrêté. Oui. Harcèlement moral. Toutes ces années où tu m'as étouffé. Où tu m'as culpabilisé. Où tu m'as fait sentir que je n'étais jamais assez bien. Tu étais une mère toxique, maman. Et maintenant tu essaies de détruire ma vie parce que je me suis libérée de toi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une mère toxique. Moi qui avais tout sacrifié pour lui. Moi qui avais travaillé 60 heures par semaine pour payer ses études. Moi qui avais mangé des pâtes pendant des mois pour qu'il puisse avoir son école de commerce. Toxique. Mathieu, ai-je murmuré. Comment peux-tu dire ça? Parce que c'est la vérité. Tu as toujours voulu me contrôler, me garder près de toi, m'empêcher de vivre ma vie. Et quand j'ai enfin trouvé le bonheur avec Vanessa, tu as essayé de nous séparer. Tu ne supportes pas que je sois heureux sans toi. C'était du délire, de la pure folie. Ou peut-être les mots de Vanessa. Oui, ça ressemblait à Vanessa. Cette façon de retourner la réalité, de transformer la victime en coupable. Elle avait dû le convaincre, le manipuler, lui souffler ses accusations. Ou peut-être que Mathieu y croyait vraiment. Peut-être qu'il s'était convaincu lui-même qu'il était la victime dans cette histoire. Que voler sa mère était justifié parce qu'elle était toxique. C'était plus facile que d'admettre la vérité. Retire ta plainte, maman. C'est ton dernier avertissement. Sinon, je dépose la mienne. Et je te traîne devant les tribunaux. Je te fais passer pour ce que tu es. Une vieille femme amère et jalouse qui veut détruire son fils. J'ai pris une grande inspiration. Non, Mathieu, je ne retirerai pas ma plainte. Et si tu veux m'accuser de harcèlement moral, vas-y. J'ai la conscience tranquille. Il a raccroché sans un mot. Je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante. Mais pas de peur, de colère. Une colère froide, pure, cristalline. Comment osait-il? Comment osait-il après tout ce que j'avais fait pour lui? 2 semaines plus tard, j'ai reçu une convocation. Une convocation au tribunal. Mathieu avait mis sa menace à exécution. Il avait déposé plainte contre moi pour harcèlement moral. L'accusation était longue, détaillée, écrite dans un jargon juridique que je ne comprenais pas toujours. Mais l'essentiel était clair.
Mathieu prétendait que j'avais exercé sur lui, depuis son enfance, une emprise psychologique destructrice, que je l'avais culpabilisé, rabaissé, étouffé, que je l'avais empêché de s'épanouir, que j'avais essayé de saboter son mariage avec Vanessa, que je le harcelais depuis des mois avec des appels incessants, des messages accusateurs, des menaces. Il demandait des dommages et intérêts. 50 000 € pour le préjudice moral subi. J'ai lu et relu ce document. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque phrase une insulte à tout ce que j'avais été, à tout ce que j'avais fait. Maître Durand m'a rassuré. C'est une tactique classique, a-t-elle dit. Quand quelqu'un est accusé de quelque chose de grave, il essaie de retourner la situation, de se présenter en victime, de discréditer l'accusateur. Mais ça ne marchera pas, Madame Morel. Les faits sont de notre côté. Les preuves sont solides. Son accusation de harcèlement moral ne tient pas debout. Elle a ouvert un dossier. Regardez, nous avons les relevés téléphoniques. Vous l'avez appelé combien de fois ces derniers mois? 10 fois, 15 fois. Et la plupart de ces appels, c'était pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Ce n'est pas du harcèlement. C'est une mère qui cherche des réponses. Mais le juge, est-ce qu'il va me croire? Le juge va regarder les faits, Madame Morel. Les faits disent que votre fils a falsifié votre signature et volé 180 000 €. C'est ça la réalité, pas ces accusations délirantes. J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, j'avais peur. Peur de ce tribunal, peur de devoir me défendre, peur qu'on me croie coupable de quelque chose que je n'avais pas fait. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Les nouvelles de l'affaire avaient filtré. Je ne sais pas comment. Peut-être Vanessa qui en avait parlé à ses amis. Peut-être un employé de la banque. Peut-être quelqu'un au commissariat. Mais les gens savaient. Ma voisine, Madame Girard, me regardait différemment maintenant, avec de la pitié. Ou de la gêne. Elle ne passait plus prendre le café. À la boulangerie, où j'allais depuis 20 ans, la boulangère me servait sans me regarder dans les yeux. Au supermarché, j'ai croisé une ancienne collègue de la mairie. Elle m'a vue. Elle a fait semblant de ne pas me voir. Elle a changé de rayon. J'étais devenue la femme qui avait porté plainte contre son fils. La mère dénaturée. Le monstre. Vanessa avait publié quelque chose sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook. C'est Françoise qui me l'a montré. Un long texte larmoyant. Certaines personnes préfèrent détruire leur famille plutôt que de partager. Mon mari traverse une épreuve terrible. Sa propre mère l'a trahi. Elle l'accuse de choses horribles. Tout ça parce qu'il a osé construire sa vie loin d'elle. Pensez pour toutes les victimes de mères toxiques. Hashtag famille. Hashtag trahison. Hashtag tristesse. Le post avait des centaines de likes, des dizaines de commentaires. Des gens que je ne connaissais pas qui me traitaient de monstre, qui plaignaient ce pauvre Mathieu, qui encourageaient Vanessa à rester forte. J'ai pleuré en lisant tout ça, des larmes de rage, d'impuissance, de solitude. Le monde entier semblait contre moi. Même mes propres cousins. L'une d'elles m'a appelée Marie, la fille de la sœur de ma mère. Nous n'étions pas proches, mais nous nous voyions aux enterrements, aux mariages. Juliette, j'ai appris ce qui se passe avec Mathieu. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Il m'a volé Marie. Oui, mais quand même. Porter plainte contre son propre fils. Tu ne trouves pas que tu exagères? Exagéré. Il m'a pris 180 000 €. Il a falsifié ma signature. Comment voudrais-tu que je réagisse? Je ne sais pas, mais... La prison, Juliette. Tu veux vraiment l'envoyer en prison? S'il le faut, oui. Marie a soupiré. Écoute, je comprends que tu sois en colère. Mais c'est ton fils. Ton sang.
Tu ne peux pas faire ça. Ta mère doit se retourner dans sa tombe. J'ai raccroché. Je ne voulais plus entendre ça. Plus jamais. Les jours passaient. Je ne sortais presque plus. J'avais peur des regards, des murmures, des jugements. Je restais chez moi dans mon petit appartement avec mes souvenirs et ma colère. Un soir, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre. Pas un email, pas un message. Une lettre manuscrite dans une enveloppe blanche. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille pliée en 4. L'écriture était celle de Mathieu. Je la reconnaîtrais entre 1000. C'était l'écriture de mon fils. Maman. Je t'écris parce que je ne peux pas te dire ça au téléphone. Tu as gagné. Tu es contente. Tu as réussi à gâcher ma vie. À cause de toi, mon nom est associé à un scandale. À cause de toi, je risque la prison. À cause de toi, mon mariage est en danger. Vanessa ne supporte plus le stress. Elle parle de partir. Tout ça parce que tu n'as pas voulu partager. Parce que tu as préféré garder ton argent plutôt que d'aider ton propre fils. Tu es égoïste, maman. Tu l'as toujours été. Tu te caches derrière tes sacrifices, tes heures supplémentaires, ton dévouement. Mais tout ça, c'était pour te donner bonne conscience. Pour pouvoir dire « Regardez comme je suis une bonne mère ». En réalité, tu ne m'as jamais aimée. Tu aimais l'idée d'être mère, l'image de la mère parfaite. Mais pas moi. Pas vraiment. Et maintenant, tu me détruis. Parce que j'ai osé prendre ce qui me revenait. Parce que j'ai osé vivre ma vie sans toi. Je ne te pardonnerai jamais, maman. Jamais. Mathieu. J'ai lu cette lettre 3 fois, 4 fois, 10 fois. Chaque mot était une blessure. Chaque phrase un coup de couteau. Tu ne m'as jamais aimé. Comment pouvait-il dire ça? Comment pouvait-il croire ça? Je l'avais aimé plus que tout au monde. J'avais sacrifié ma vie pour lui, ma santé, mon bonheur, mon avenir, tout. Et il pensait que je ne l'avais jamais aimé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le noir, la lettre dans les mains. Je repensais à tout, à sa naissance, à ses premiers mots, à ses premiers pas, à ses sourires, à ses larmes, à toutes ces temps années où il était tout pour moi. Où avais-je échoué? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Comment en étions-nous arrivés là? Vers 4 heures du matin, j'ai pris une décision. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai ouvert le robinet. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Une femme fatiguée, vieillie, brisée. Et puis j'ai vu quelque chose. Mon manteau rouge, accroché derrière la porte. Ce manteau que j'avais acheté le jour où j'avais décidé de me battre. Je l'ai regardé longtemps. Et quelque chose s'est passé en moi. Une étincelle. Une flamme. Non. Non, je ne me laisserai pas détruire. Pas par Mathieu. Pas par Vanessa. Pas par leurs mensonges, leurs accusations, leurs manipulations. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais défendu ma dignité. Et j'irai jusqu'au bout. J'ai pris le manteau. Je l'ai enfilé par-dessus ma chemise de nuit. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai dit à voix haute, « Je ne me laisserai pas faire. » Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous porté plainte contre votre propre enfant? Le jour de l'audience est arrivé un lundi matin de novembre. Il faisait froid dehors. Un de ces matins d'automne où le brouillard colle aux immeubles et où le soleil refuse de percer les nuages. Je me suis levée à 6 heures. Je n'avais presque pas dormi de la nuit. J'ai pris une douche longue brûlante. J'ai enfilé une robe noire sobre. Et par-dessus mon manteau rouge. Ce manteau qui était devenu mon armure. Ma déclaration au monde. Maître Durand m'avait donné rendez-vous devant le tribunal à 8h30. L'audience était prévue pour 9h. J'ai pris le métro. Je me suis assise près de la fenêtre. Je regardais les stations défiler sans vraiment les voir. Je pensais à ce qui m'attendait, à ce que j'allais dire,
à ce que j'allais entendre. Le tribunal de grande instance de Lyon était un bâtiment imposant. Des colonnes de pierre, des marches interminables, des portes massives qui semblèrent dire « Ici on rend la justice ». J'ai gravi les marches lentement. Mes jambes tremblaient un peu, mais je tenais bon. Maître Durand m'attendait dans le hall. Elle portait sa robe d'avocate noire avec le col blanc. Elle m'a souri. « Comment vous sentez-vous, Madame Morel ?» Nerveuse, ai-je admis. « C'est normal. Mais vous êtes prête. Nous sommes prêtes. » Elle m'a conduite vers la salle d'audience. Un couloir long et froid. Des bancs en bois où attendaient des gens au visage tendu. Et puis je les ai vus. Mathieu et Vanessa. Ils étaient assis sur un banc à l'autre bout du couloir. Mathieu portait un costume sombre. Il avait maigri. Ses yeux étaient cernés. Il avait l'air fatigué. Épuisé même. Vanessa était à côté de lui, droite, rigide. Elle portait un tailleur gris et des talons hauts. Quand elle m'a vue, elle a détourné le regard avec une expression de mépris. Mathieu lui m'a regardé. Longtemps, ses yeux dans les miens. J'ai cherché quelque chose dans ce regard. Un regret, une tristesse, un reste d'amour. Mais je n'ai rien trouvé. Juste de la colère, de la rancune, de la haine peut-être. Mon fils me haïssait. Cette réalité m'a frappé comme une gifle. Mon fils que j'avais porté, nourri, élevé, aimé. Mon fils me haïssait parce que j'avais osé me défendre. L'huissier a appelé notre affaire. Affaire Morel contre Morel. Audience numéro 7. Nous sommes entrés dans la salle. C'était une pièce austère aux murs beige, avec des boiseries sombres, des bancs alignés, une estrade où siégeait la juge, une femme d'une 60aine d'années au visage sévère mais pas hostile. Elle s'appelait Madame Renard. Je me suis assise à côté de Maître Durand. De l'autre côté de l'allée, Mathieu et son avocat. Un homme jeune aux cheveux gominés qui feuilletait des documents avec une assurance étudiée. Vanessa était assise au premier rang derrière eux, les bras croisés, le menton levé. La juge a ouvert la séance. Elle a lu les 2 plaintes, la mienne pour faux et usage de faux et vol aggravé sur personne vulnérable, celle de Mathieu pour harcèlement moral. Puis elle a demandé à l'avocat de Mathieu de présenter sa défense. L'avocat s'est levé. Il a parlé pendant 20 minutes. Il a raconté une histoire que je ne reconnaissais pas. Une histoire où Mathieu était la victime. Une histoire où j'étais une mère possessive, étouffante manipulatrice. Une histoire où le virement n'était qu'un malentendu familial. Un arrangement entre mère et fils qu'elle regrette aujourd'hui, disait-il. Madame Morel a toujours exercé un contrôle excessif sur son fils. Elle l'a culpabilisé. Elle a saboté ses relations. Elle a tenté de le garder sous son emprise. Et quand il a enfin trouvé le bonheur avec son épouse, elle n'a pas supporté. Elle a décidé de le détruire. Il a montré des captures d'écran de mes messages. Des messages où je demandais à Mathieu de me rappeler. Des messages où je lui disais que je l'aimais. Des messages où je lui demandais pourquoi il ne répondait pas. « Regardez votre honneur », disait l'avocat. Des dizaines de messages, des appels incessants. C'est du harcèlement pur et simple. Madame Morel ne supporte pas que son fils vive sa vie. Alors elle le poursuit. Elle le traque. Elle dépose plainte pour des accusations fantaisistes. J'écoutais tout ça et je me sentais sombrer. Tout était déformé, retourné. Mes preuves d'amour devenaient des preuves de folie. Mes tentatives de comprendre devenaient du harcèlement. Mon argent volé devenait un don que je regrettais. L'avocate a terminé. La juge s'est tournée vers Maître Durand. « À vous, maîtresse. » Mon avocate s'est levée. Elle était calme, posée. Elle a commencé doucement.
Votre honneur, nous venons d'entendre une belle histoire. Une histoire où un fils aimant est persécuté par une mère folle. Malheureusement, les faits racontent une histoire très différente. Elle a ouvert son dossier. Commençons par le virement de 180 000 €. Maître Durand a sorti les documents un par un. Le relevé bancaire, l'autorisation de virement, le rapport de l'expert graphologue, la vidéo de la banque montrant un homme déguisé. Et puis elle a sorti sa pièce maîtresse, le témoignage du vendeur de la boutique de déguisement. Elle a lu sa déclaration à voix haute. Un homme est venu le 4 mars. Il a acheté une casquette et des lunettes de soleil. Il a payé en espèces. Il était nerveux. Il regardait partout, comme s'il avait peur d'être reconnu. Puis elle a montré la vidéo de la boutique. On y voyait Mathieu clairement, son visage, son allure, sans aucun doute possible. C'était lui. Maître Durand s'est tourné vers la juge. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'un malentendu familial. Il s'agit d'une fraude préméditée. Monsieur Morel a planifié ce vol. Il a acheté un déguisement. Il a imité la signature de sa mère. Il a volé l'épargne de toute une vie. 180 000 €. 40 ans de travail. Et quand sa mère a découvert la vérité, il lui a dit, et je cite qu'il avait simplement anticipé son héritage. Elle a marqué une pause. Anticiper son héritage. Ces mots en disent long sur l'état d'esprit de Monsieur Morel. Pour lui, sa mère n'est pas une personne. C'est un portefeuille. Un compte en banque avec une date d'expiration. Il considère que son argent lui appartient déjà, qu'elle n'a pas le droit de le garder, qu'elle devrait se contenter de mourir en silence pour lui laisser ce qu'il convoite. La juge écoutait attentivement. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais je voyais qu'elle prenait des notes. Maître Durand a continué. Quant à l'accusation de harcèlement moral, elle est grotesque. Madame Morel a appelé son fils pour comprendre pourquoi on lui avait volé toutes ses économies. Elle lui a envoyé des messages pour essayer de maintenir le contact. C'est ce que fait n'importe quelle mère. Ce n'est pas du harcèlement. C'est de l'amour. Un amour que Monsieur Morel a trahi de la façon la plus cruelle qui soit. Elle s'est tournée vers moi. « Madame Morel, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais ma voix était ferme. « Votre honneur, je n'ai pas porté plainte pour récupérer mon argent. L'argent, je peux vivre sans. J'ai une petite retraite, un petit appartement. Je n'ai pas besoin de grand-chose. » J'ai regardé Mathieu. Il fixait la table devant lui. Il refusait de croiser mon regard. J'ai porté plainte, parce que mon fils devait comprendre quelque chose. Que ses actes ont des conséquences. Que voler sa mère n'est pas acceptable. Que falsifier une signature est un crime. J'ai porté plainte parce que si je laissais faire, il recommencerait. Peut-être pas avec moi. Je n'ai plus rien à prendre, mais avec quelqu'un d'autre. Ma voix a tremblé légèrement. Mathieu. Je me suis tournée vers lui. Il a levé les yeux. Enfin, je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé seule après la mort de ton père. J'ai travaillé 60 heures par semaine pour payer tes études. J'ai payé ton mariage. J'ai toujours été là pour toi. Et en échange, tu as falsifié ma signature. Tu m'as volé. Tu m'as dit que tu avais anticipé ton héritage. Comme si j'étais déjà morte. Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Mais je continuais. Je ne suis pas morte, Mathieu. Je suis là, vivante. Et je mérite le respect. Je mérite d'être traitée comme un être humain. Pas comme un obstacle entre toi et ton argent. Je me suis rassise. Le silence dans la salle était total. Même Vanessa avait baissé les yeux. Pas. La juge a pris quelques notes. Puis elle a annoncé une suspension de séance pour délibérer. Nous sommes sortis dans le couloir. Maître Durand m'a serré le bras.
Vous avez été parfaite, Madame Morel. L'attente a duré 1 heure. 1 heure interminable. Je suis restée assise sur un banc. Je ne regardais pas Mathieu. Je ne regardais personne. Je regardais mes mains posées sur mes genoux. Ces mains qui avaient travaillé pendant 40 ans. Ces mains qui avaient préparé des repas, changé des couches, signé des chèques pour des études, pour un mariage, pour une vie que je croyais bien construite. L'huissier nous a rappelés. Nous sommes retournés dans la salle. La juge Renard s'est rassise. Elle a pris la parole. Concernant la plainte pour harcèlement moral déposée par Monsieur Mathieu Morel contre Madame Juliette Morel, la Cour rejette cette plainte. Les éléments présentés ne constituent en aucun cas du harcèlement. Il s'agit de tentatives légitimes d'une mère cherchant à comprendre pourquoi son fils lui a dérobé ses économies. J'ai senti mes épaules se détendre. Concernant la plainte pour faux et usage de faux et vol aggravé sur personnes vulnérables, la Cour reconnaît Monsieur Mathieu Morel coupable des faits qui lui sont reprochés. La juge a regardé Mathieu droit dans les yeux. Monsieur Morel, vous avez abusé de la confiance de votre mère, de la façon la plus lâche qui soit. Vous avez planifié cette fraude. Vous avez acheté un déguisement. Vous avez imité sa signature. Vous avez volé l'épargne de toute sa vie. Et quand elle vous a confronté, vous l'avez accusée d'être égoïste. Vous lui avez dit qu'elle était déjà morte à vos yeux. C'est d'une cruauté rare. En conséquence, la Cour vous condamne à 18 mois de prison ferme et au remboursement intégral de la somme détournée, soit 180 000 €. Elle a frappé son marteau. L'audience s'est levée. Mathieu s'est levé d'un bond. Son visage était blanc, décomposé. Il s'est retourné vers moi et il a murmuré d'une voix tremblante de rage. « Tu as détruit ma vie, maman. » Je l'ai regardé calmement. « Non, Mathieu, tu as détruit la nôtre. 3 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. 3 ans où ma vie a changé complètement, où j'ai dû réapprendre à vivre, à respirer, à exister sans ce poids terrible qui pesait sur mes épaules depuis si longtemps. Mathieu a fait appel de sa condamnation, mais l'appel a été rejeté, car les preuves étaient trop accablantes, et son avocat n'a rien pu faire. Il est entré en prison en janvier de l'année suivante, dans un centre de détention près de Grenoble. Il y est resté 12 mois, car il a bénéficié d'une remise de peine pour bonne conduite. Pendant ces 12 mois, je n'ai reçu aucune nouvelle de lui. Pas une lettre, pas un message, pas un appel. Le silence total, comme s'il avait décidé que je n'existais plus, que je n'avais jamais existé. Vanessa l'a quitté pendant son incarcération, car apparemment, elle n'avait pas signé pour être la femme d'un détenu, et l'image ne correspondait pas à ses ambitions. Elle est partie avec un collègue de travail, un directeur financier qui gagnait 3 fois plus que Mathieu, et qui n'avait pas de mère encombrante, ni de casier judiciaire. La maison avec piscine, celle qui avait été construite avec mon argent, a été saisie et vendue aux enchères pour rembourser ma créance. J'ai récupéré 152 000 €, car la maison n'était pas terminée, et le marché immobilier avait baissé. Ce n'était pas la totalité de ce qu'on m'avait volé, mais c'était suffisant pour me redonner une sécurité, pour me permettre de dormir la nuit, sans me demander ce qui arriverait si je tombais malade ou si j'avais besoin de soins. Aujourd'hui, je vis toujours dans mon petit appartement de Lyon avec vue sur le Rhône. Je n'ai pas déménagé car j'aime cet endroit. J'aime la lumière qui entre par les fenêtres le matin. J'aime le bruit de la ville qui monte jusqu'à moi. J'aime les souvenirs qui habitent en marche ces murs, même si certains sont douloureux. J'ai repris goût à la vie petit à petit, comme une convalescente qui réapprend à marcher après un accident.
J'ai recommencé à sortir, à voir des gens, à sourire. Françoise vient déjeuner chez moi tous les mercredis, et nous parlons de tout et de rien, de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Je fais du bénévolat maintenant dans une association qui aide les personnes âgées, victimes d'abus financiers. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Des hommes et des femmes de mon âge, qui se font voler par leurs propres enfants, par des escrocs, par des profiteurs de toutes sortes. Je les écoute, je les conseille, je leur dis qu'ils ont le droit de se défendre, qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de choisir leur dignité plutôt que le silence. Parfois ils pleurent en me racontant leur histoire, et je pleure avec eux parce que je sais exactement ce qu'ils ressentent. J'ai aussi voyagé un peu car je me suis dit que j'avais assez attendu et que la vie était trop courte pour rester assise dans son salon à regarder les jours passer. Je suis allée à Lisbonne, à Rome, à Barcelone. J'ai marché dans des rues que je ne connaissais pas. J'ai mangé des plats que je n'avais jamais goûtés. J'ai parlé avec des inconnus qui sont devenus des amis le temps d'une soirée. J'ai découvert que le monde était plus grand que mon appartement, plus grand que ma douleur, plus grand que cette histoire avec Mathieu. Mathieu, justement, il a essayé de me contacter une fois il y a 6 mois. Un message sur mon téléphone. 5 mots seulement. « Maman, je suis désolée. Pardon. » Je n'ai pas répondu. Pas parce que je le hais, car je ne le hais pas. Pas parce que je veux le punir encore, car sa punition est déjà suffisante. Je n'ai pas répondu, parce que je ne suis pas prête. Peut-être qu'un jour je le serai. Peut-être qu'un jour je décrocherai mon téléphone, et je lui dirai « Viens, on va prendre un café, et parler. » Mais ce jour n'est pas encore arrivé, et je ne sais pas s'il arrivera jamais. On m'a souvent demandé si je regrettais d'avoir porté plainte et ma réponse est toujours la même. Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir défendu ma dignité. Je ne regrette pas d'avoir montré à mon fils que ses actes avaient des conséquences. Je ne regrette pas d'avoir choisi le respect de moi-même plutôt que le silence complice. Ce que j'ai compris à travers cette épreuve, c'est que l'amour d'une mère n'est pas un blanc-seing pour la cruauté et qu'aimer son enfant ne signifie pas accepter d'être détruite par lui. On peut aimer et se protéger en même temps. On peut pardonner et exiger le respect en même temps. On peut être une bonne mère et refuser d'être une victime en même temps. Mon fils m'a volé 180 000 € et le juge lui a donné 18 mois. Mais ce n'est pas ça le plus important de cette histoire. Le plus important, c'est que j'ai retrouvé quelque chose que l'argent ne peut pas acheter et que personne ne pourra jamais me voler. Le respect de moi-même. Si cette histoire peut aider, ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, à refuser l'humiliation, à choisir sa dignité plutôt que la soumission, alors tout cela aura eu un sens. Parce qu'au bout de la douleur, il y a toujours une leçon. Et au bout de la nuit, il y a toujours l'aube. Je m'appelle Juliette Morel et j'ai 67 ans maintenant. Je porte toujours mon manteau rouge, celui que j'ai acheté le jour où j'ai décidé de me battre. Et chaque fois que je le mets, je me souviens de cette femme brisée qui se regardait dans un miroir un soir de novembre et qui a décidé de ne plus jamais se laisser faire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, car parfois une histoire change toute une vie. La vie m'a appris beaucoup de choses ces dernières années, et je voudrais partager avec vous ce que je sais maintenant, ce que j'aurais aimé savoir avant,
ce que personne ne m'avait jamais dit quand j'étais cette femme silencieuse qui donnait tout sans jamais rien demander en retour. J'ai appris que donner sans limite, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'effacement, que se sacrifier en permanence pour les autres, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'oubli de soi. Que dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même. J'ai appris que nos enfants ne nous appartiennent pas et que nous ne leur appartenons pas non plus, que l'amour ne crée pas de dette et que personne ne nous doit rien pour ce que nous avons choisi de donner librement. J'ai appris que la culpabilité, là, est une prison que nous construisons nous-mêmes et que nous avons le pouvoir d'en sortir à tout moment si seulement nous décidons que nous méritons d'être libres. Mathieu a fait ses choix et j'ai fait les miens. Il a choisi l'argent plutôt que sa mère et j'ai choisi ma dignité plutôt que son confort. Il a semé la trahison et il a récolté la solitude, car Vanessa l'a quitté. Sa maison a été vendue, sa réputation est détruite et il se retrouve aujourd'hui, à 41 ans, sans femme, sans argent, sans rien de ce qu'il croyait si important. Moi, j'ai semé le courage et j'ai récolté la paix. Cette paix profonde qui vient quand on sait qu'on a fait ce qu'il fallait, même si c'était difficile, même si ça faisait mal, même si tout le monde nous disait qu'on avait tort. La justice n'est pas toujours immédiate, et parfois elle prend des mois, des années avant d'arriver. Mais elle arrive toujours parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ceux qui sèment la cruauté récoltent la solitude. Ceux qui sèment le mensonge récoltent la méfiance. Ceux qui sèment le mépris récoltent l'abandon. Et ceux qui sèment la dignité même, dans la douleur même, dans les larmes, même quand tout semble perdu, ceux-là récoltent quelque chose que personne ne peut leur prendre, le respect d'eux-mêmes et la certitude d'avoir vécu debout plutôt qu'à genoux. Je pense souvent à cette lettre que Mathieu m'avait écrite quand il avait 8 ans. Cette lettre où il disait « Maman, quand je serai grand, je te protégerai toujours ». Il n'a pas tenu cette promesse, mais ce n'est pas grave car j'ai appris à me protéger moi-même. Je n'ai plus besoin que quelqu'un me sauve, parce que je me suis sauvée toute seule, et c'est peut-être la plus grande victoire de ma vie. Alors, si vous m'écoutez ce soir, si vous êtes une mère, une grand-mère, une femme qui a tout donné et qui se fait piétiner en retour, je veux vous dire une chose avec tout mon cœur. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit d'exister pour vous-même et pas seulement pour les autres. Votre amour est précieux, mais votre dignité l'est encore plus. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.